Bonjour tout le monde. Dans cette capsule, je vais continuer la présentation suivant le plan énoncé dans la capsule vidéo de la première partie. Et donc, je vais commencer par aborder les stratégies de recherche des ressources numériques pertinentes. Alors, tout d'abord, l'acquisition des ressources numériques peut se faire de deux façons différentes. L'acquisition des droits d'usage de ressources existantes. Dans certains cas, on a besoin d'adapter les ressources à notre contexte. Alors, les droits d'usage peuvent être soit des droits classiques de logiciels propriétaires. Donc, dans ce cas, il faut acheter les licences des logiciels ou bien des ressources numériques à utiliser. Et donc, ce sont des logiciels propriétaires. Ou bien, les droits d'usage peuvent aussi être les droits nouveaux de logiciels libres. Et qu'est-ce qu'un logiciel libre? Un logiciel libre est un logiciel qu'on peut copier, modifier, redistribuer les versions modifiées, et il peut être gratuit ou bien nécessitant une redevance modérée, c'est-à-dire une petite somme d'argent qui est utilisé juste pour maintenir le développement des mises à jour du logiciel. Donc, l'acquisition d'une ressource numérique peut aussi être faite par la production de ressources nouvelles répondant aux besoins exprimés. La production de nouvelles ressources peut être très intéressante du fait qu'on peut tenir compte de l'ensemble des spécificités du contexte marocain et créer un contenu numérique adapté au curricula. Alors, la production, on peut distinguer trois types de production. La production professionnelle par des éditeurs qui peuvent être des généralistes ou des spécialistes, ou par des organismes publics, par exemple les ministères ou bien les laboratoires universitaires. La production individuelle, artisanale, par des enseignants tels qu'elle est encouragée, par exemple, dans le cadre du concours annuel des enseignants innovants par le CNIP, le Centre national des innovations pédagogiques et de l'expérimentation. La production peut être aussi mutualisée, c'est-à-dire une production partagée entre plusieurs communautés d'enseignants via des plateformes logicielles spécialement conçues à cet effet, telles que le programme Génie par exemple. Alors, maintenant, comment choisir une ressource? Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Et comment déterminer quelle est la meilleure ressource pour les besoins de l'utilisateur? La réponse est tout simplement qu'il faut choisir celles qui répondent aux besoins de l'éducation, qui sont conformes au programme et ayant une qualité scientifique et pédagogique satisfaisante. Alors, c'est là où vient le concept de validation et indexation. Le concept de validation et indexation permet de faciliter la tâche. Le concept de validation permet de livrer des ressources numériques clés en main, c'est-à-dire des ressources numériques déjà testées en situation et prêtes à être utilisées en classe. Donc, bien sûr, accompagnées d'un scénario pédagogique et d'une contextualisation. L'indexation des ressources numériques permet de constituer des banques de ressources numériques validées dans le but de faciliter leur mutualisation, c'est-à-dire leur partage. Deux modalités de validation sont possibles. Une validation institutionnelle qui est transparente, calquée sur celle des manuels scolaires. Dans ce contexte, je vous invite à scruter toutes les ressources numériques acquises par le ministère d'Éducation nationale dans le cadre du programme Génie et le portail Talim-TIS. La procédure RIP est une procédure qui permet d'attribuer un label, le label reconnu d'intérêt pédagogique à une ressource numérique. Alors, la validation peut aussi être effectuée par les pairs, c'est-à-dire par les enseignants. Donc, elle peut être régulée par des associations indépendantes d'enseignants. Cette validation permet aux concepteurs de ressources pédagogique d'éviter de reconstruire de nouveaux produits et de réutiliser des ressources pédagogiques si elles sont structurées, indexées et signalées comme réutilisables. Elle permet également la constitution de banques de scénarios pédagogiques visant à mutualiser
des pratiques scolaires liées au TIS. Alors, la mutualisation et la constitution de banques de données nécessitent la normalisation des ressources numériques qui consiste à proposer un langage commun et une gestion maîtrisée des ressources. Mais normalisée pourquoi? Tout d'abord pour l'utilisateur. Ça lui permet d'échanger, de retrouver des ressources pédagogiques plus facilement. Le côté producteur. Il pourra réutiliser les ressources ou leurs composants dans un contexte où les ressources sont nombreuses et leur production est coûteuse. C'est-à-dire que cette constitution de banque de données normalisée permet d'économiser de l'argent en réutilisant des ressources ou leurs composants. Cette normalisation permet aussi de créer des composants modulaires interopérables avec des systèmes de gestion de formation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils peuvent être intégrés au système LMS, Learning Management System. Ce sont des logiciels de création et de gestion de plateformes de e-learning. Donc le fait que les producteurs réalisent des composants modulaires, interopérables, ils peuvent être intégrés au sein des systèmes LMS. Pour rechercher une ressource numérique sur le web, quelle stratégie il faut adopter? Il est évident qu'il faut commencer d'abord par cerner et formuler le besoin, comme n'importe quelle tâche à effectuer. Il faut identifier le type de ressources numériques ou bien le format de ressources numériques. Il faut repérer les sources d'informations pertinentes, c'est-à-dire où est-ce qu'on va aller chercher ces ressources numériques. Il faut identifier les outils à exploiter en fonction des sources numériques. Quels outils nous allons utiliser pour accéder aux sources d'informations. Et puis, il faut interroger les outils, c'est-à-dire utiliser des critères de recherche pour interroger les outils et finalement, il faut évaluer la qualité et la pertinence des résultats. Alors, repérer les sources d'information. Donc, les sources d'information peuvent être spécialistes ou généralistes. On peut citer les manuels fondamentaux par des auteurs reconnus et des spécialistes du domaine. On peut chercher dans des encyclopédies, des dictionnaires et lexiques créés par des éditeurs importants du domaine. On peut utiliser des sources officielles, par exemple les gouvernements. On peut utiliser de revues scientifiques dont les articles sont validés par des experts ou des revues de vulgarisation scientifique. Et bien sûr, on peut utiliser des moteurs de recherche, des blogs, des podcasts et actualités. Donc les blogs qui peuvent être édités par des internautes relevant ou non d'institutions bien identifiées. Comment utiliser un critère de recherche? Dans n'importe quelle source d'information, techniquement, utiliser un critère de recherche s'avère nécessaire pour aboutir à un résultat rapidement en utilisant bien sûr des mots-clés. Alors, quelle stratégie adopter pour utiliser les critères de recherche? Alors d'abord, utiliser les premiers mots-clés pour rechercher dans des sources de type lexique, dictionnaire, encyclopédie, telles que Wikipédia ou Universalis. Cette première phase permet de cerner le sujet qu'on connaît mal en repérant de nouveaux mots-clés et des aspects de la question à traiter auxquels on n'aurait pas pensé. Donc, il faut choisir des nouveaux mots-clés plus pertinents. Donc, il faut utiliser beaucoup ou peu de mots-clés afin d'éviter le bruit, c'est-à-dire trop d'informations, ou le silence, c'est-à-dire pas d'informations. Après, on peut se tourner vers de nouveaux types de sources compte tenu le public visé, en utilisant bien sûr les nouveaux mots-clés. Mais certaines informations ne sont pas du tout accessibles par des moteurs généralistes. En fait, la majeure partie des ressources en ligne font partie de ce qu'on appelle le web invisible. Le web invisible, ou bien encore le web profond, désigne la partie du web que les moteurs de recherche classiques ne peuvent pas indexer. Il recouvre notamment les banques de données et les sources dont l'accès requiert une authentification. Pour chercher une information sur le web, deux techniques peuvent être utilisées. D'abord, la technique de pull, qui veut dire tirer l'information. Donc, qui consiste à aller chercher l'information en se connectant le moment où on en a besoin. Par opposition à l'autre technique qu'on appelle la technique de push, qui veut dire
pousser l'information, dans laquelle nous allons paramétrer ou bien configurer les sources d'informations pour recevoir les actualités concernant un domaine spécifique. Alors ici, nous allons parler des moteurs de recherche qui utilisent la technique de pool. Il existe des moteurs de recherche spécialisés dans certains types de ressources, par exemple images, vidéos, publications académiques, blog, books, Scholar, flux RSS et personnes. L'interrogation des moteurs de recherche se fait par requête. Les mots-clés de la requête sont comparés aux mots extraits par l'indexation et une liste de pages web sélectionnées est affichée par ordre de pertinence et de popularité. On peut utiliser les opérateurs logiques pour combiner ces critères dans la requête. Donc, on peut utiliser des opérateurs pour combiner plusieurs critères dans la requête. Alors, les opérateurs qui peuvent être utilisés, l'opérateur et qui est celui proposé par défaut dans les moteurs de recherche, il remplace l'espace qu'on met entre deux mots par exemple. L'opérateur et rend tous les critères obligatoires. L'opérateur ou, il suffit que l'un des critères soit vérifié. Donc, quand on utilise un opérateur ou entre deux mots-clés, c'est-à-dire ça veut dire que la recherche soit se fait sur l'un ou l'autre. L'opérateur sauf qui permet de signaler un mot-clé non souhaité, c'est-à-dire rechercher tous les mots sauf celui-là. Les résultats ne doivent pas contenir ce mot qui est indiqué après le mot sauf. L'opérateur de truncature, c'est l'étoile ou bien l'astérix qui remplace un groupe de caractères pour qu'ils deviennent génériques. Donc, ce caractère permet de nous donner par exemple que le début du mot et pour inclure virtuellement toutes les terminaisons possibles du mot. Le signe plus, lorsqu'il est placé devant un mot, il rend ce mot obligatoire, il est proche du et. Le signe moins, donc quand il est placé devant un mot, le mot ne doit pas apparaître, c'est-à-dire qu'il est proche de la fonction de sauf. Et puis, les guillemets, quand on met une expression entre guillemets, on veut que le résultat contienne exactement l'expression qui est mise entre guillemets. On peut aussi utiliser la recherche avancée qui permet d'optimiser la pertinence du résultat d'une requête. La recherche avancée dans laquelle on peut activer un certain nombre d'options pour paramétrer la recherche. Et là, je vais aller sur Google pour vous montrer un exemple de recherche avancée. Comme j'ai dit, nous pouvons utiliser des opérateurs avec les mots-clés pour raffiner la recherche. Alors, vous avez deux possibilités. La première solution, c'est de formuler les opérateurs directement avec les mots-clés dans le champ de la requête. La deuxième solution, c'est d'utiliser le menu recherche avancée de Google. Nous allons commencer par la première solution. Dans le champ de la requête, je vais faire une recherche sur ressources numériques. Alors, comme vous remarquez, j'ai utilisé les mots-clés sans opérateur, mais l'espace, nous avons dit que l'espace entre les mots-clés, il est remplacé par le « et », par l'opérateur « et ». C'est-à-dire que Google, il tient compte de la présence obligatoire des deux mots-clés. Et donc là, on obtient 147 millions de résultats. Alors maintenant, on va ajouter les guillemets pour désigner que je veux une recherche sur l'expression exacte, c'est-à-dire avoir toujours ressources numériques comme une expression. Donc, et je valide la recherche. Et vous remarquez que le nombre de résultats obtenus diminue. Nous avons 1 million. Donc, on a limite puisqu'on a spécifié que les résultats qui doivent apparaître doivent contenir l'expression exacte ressources numériques. Alors maintenant, nous allons tester l'opérateur plus. Quand on utilise l'opérateur plus devant un mot-clé, on le rend obligatoire. Donc, je vais ajouter plus mathématiques. Donc, je valide la recherche. Et là, on remarque que le nombre de résultats qui est proposé
il a diminué. Pourquoi? Parce que Google n'affiche que les résultats qui contiennent le mot mathématique. Alors maintenant, on va tester l'opérateur moins. Le moins, il est comme l'opérateur sauf. Il exclut le mot des pages des résultats. Donc je vais exclure le mot formation pour éviter d'avoir des résultats qui proposent des formations, donc des catalogues de publicité pour des formations. Et je valide la recherche. Et donc là, vous voyez que, donc là vous remarquez que le mot formation ne va pas être affiché dans les résultats, c'est-à-dire tous les sites qui contiennent le mot formation vont être éliminés. Maintenant nous allons voir la possibilité de rechercher les résultats dans un domaine spécifié. Pour rechercher les résultats dans un domaine, alors on précise qu'on va chercher dans un site spécifique, donc je peux ajouter site de points, donc ça c'est la syntaxe qu'il faut introduire. Et puis le domaine dans lequel on veut que Google fasse la recherche, par exemple .edu. Donc je valide la recherche et là je vais avoir que les résultats qui correspondent à la recherche, mais dans le domaine .edu. Alors après Google cherche les résultats de la présence des mots-clés n'importe où dans la page. Alors si on veut limiter la recherche des mots-clés seulement à une entité de la page, on peut le spécifier. Alors cette fois-ci, avant les mots-clés, on ajoute donc la syntaxe all in title. Alors all suivi de 2 points, suivi des mots-clés. Alors qui veut dire que je veux que les mots-clés soient recherchés seulement dans les titres de page. Donc je veux que Google me présente seulement les pages qui contiennent le mot ressources numériques dans le titre de la page. Donc c'est peut-être plus en relation avec le besoin que nous cherchons. On peut également spécifier de chercher seulement dans l'URL. Donc all une URL, c'est-à-dire dans l'adresse. Maintenant, nous voulons spécifier le type de fichier qu'on veut voir apparaître dans les résultats. Et pour cela, on utilise la syntaxe file type suivi de 2 points et suivi de type de fichier qu'on veut voir apparaître. Par exemple, je veux afficher seulement les PDF qui parlent de ressources numériques et donc j'affiche les résultats. Remarquez le type. Le type de résultats que j'ai ici, c'est tous des PDF. Je peux en faire de même avec PPT ou bien .doc ou bien comme on a dit animation flash SWF. Donc là, je filtre les résultats de ma requête pour qu'elle affiche seulement les animations flash. Alors ça, c'est comment utiliser les opérateurs dans le champ de la requête. Maintenant, je peux utiliser la deuxième solution qui consiste à utiliser le menu, donc dans paramètres, menu recherche avancée. Et là, on retrouve un certain nombre d'options qui sont présentées d'une façon plus facile. Donc, il suffit de remplir ou bien de choisir des options pour pouvoir appliquer les opérateurs que nous venons de voir. Donc pour utiliser une expression exacte, il faut placer le mot-clé ici. Alors là, ça correspond à l'opérateur ou, or, c'est-à-dire l'un des mots suivants. Ici, ça correspond à l'opérateur moins ou bien ça, c'est-à-dire aucun des mots suivants. Alors ici, on peut spécifier aussi la langue. On peut choisir la langue avec laquelle les résultats vont être affichés. On peut choisir la région, le pays. On peut également spécifier la date de la mise à jour. Donc quand on recherche des pages qui sont récemment mises à jour, les termes apparaissent c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure, all in. Donc on peut spécifier que la recherche soit faite sur, c'est-à-dire les termes qui apparaissent dans toute la page, ou bien dans le titre, dans le texte de la page, dans l'URL, ou bien dans les liens vers les pages. Et ainsi de suite. Là, vous avez le type de fichier. Donc vous avez un certain nombre de types.
de fichiers que vous pouvez spécifier comme critères de recherche. Et dans cette option-là, c'est intéressant puisqu'on peut choisir des options concernant les droits d'usage, donc que ça soit libre de droits d'usage et de distribution. Voilà. Qu'est-ce qu'une veille technologique? Une veille technologique consiste à se tenir au courant de l'actualité dans le domaine. Donc, ce qui consiste à paramétrer des sources d'informations pour recevoir toutes les actualités concernant un domaine et donc utiliser la technique de push. Alors, comment organiser une veille technologique? Il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés. Agréger les flux d'actualités diffusés par différents sites, c'est-à-dire utiliser ce qu'on appelle les flux RSS. Really Simple Syndication. Alors, flux de syndication ou bien fil, on appelle fil d'actualité. C'est une application pratique permettant de créer un fichier résumant les dernières informations contenues d'un site web. Il est alors possible, à l'aide d'un lecteur de flux, d'afficher les derniers articles mis à jour dans un même espace pour éviter de visiter les différents sites un par un. On peut également organiser une veille technologique en s'abonnant à des lettres d'information ou newsletters. Une autre solution, c'est de suivre un ou plusieurs veilleurs sur un système de microblogage. Donc, on peut choisir un petit nombre de personnes parmi les veilleurs professionnels du domaine qui scrutent les articles et font le travail à notre place. Donc, on peut recevoir dans les meilleurs délais une sélection de l'actualité sans aucun effort, à condition bien sûr de bien choisir les veilleurs que nous allons suivre. Et puis, on peut également paramétrer des notifications, bien des alertes pour être prévenu par courriel de nouveaux événements. On trouve donc souvent une fonction de notification dans les outils de partage de documents ou d'agenda partagé. On est alerté lorsque une modification a été effectuée. Alors, pour sauvegarder une ressource numérique, c'est-à-dire pour télécharger, récupérer la ressource numérique sur notre disque dur. Il faut bien sûr que la ressource que vous voulez télécharger soit libre de droit. C'est-à-dire que vous avez le droit de l'utiliser et de la publier sans encourir de préjudice. La méthode diffère selon le type de la ressource numérique, bien sûr. Donc, s'il s'agit d'une image, on peut utiliser différentes façons. Donc, le clic droit sur l'image pour avoir le menu contextuel et choisir enregistrer l'image sous. On peut faire un clic glisse de l'image à l'emplacement voulu. On peut utiliser la fonction imprime écran de notre clavier, comme on peut utiliser l'application capture d'écran dans Windows. On peut récupérer les vidéos YouTube en utilisant des sites de téléchargement en ligne, donc sans installation de logiciel. Exemple de ces sites, il suffit d'ajouter le PWN ou bien le SS devant le YouTube dans le lien de la vidéo qu'on veut télécharger. On peut également utiliser des logiciels spéciaux de téléchargement. Alors, s'il s'agit d'animation flash, il suffit de cibler pendant la recherche les fichiers SWF qui se téléchargent automatiquement par ajout de l'extension SWF, qui veut dire Shockwave Flash. Donc pour cela, on peut utiliser la fonction File Tag dans la requête. Et on peut également utiliser des logiciels spéciaux. Alors, quels sont les critères d'évaluation d'une ressource numérique? Je vous demande d'arrêter la vidéo et d'essayer de remplir ce tableau en citant 5 critères que vous voyez qui sont obligatoires pour évaluer une ressource numérique. Par exemple, un site web. Si on veut évaluer un site web, quels sont les 5 principaux critères à prendre en compte et quels sont les détails de chaque critère, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut évaluer exactement dans ce critère. Alors, je suppose que vous avez fini de remplir ce tableau et je vous donne une proposition possible de critères.
Alors, le premier critère, c'est la pertinence du contenu. Donc, pour que la ressource numérique ou bien l'information soit pertinente, il faut que le contenu soit pertinent. La pertinence est l'adéquation de son contenu informationnel avec le besoin cerné de l'information. Est-ce qu'il est approprié? Quelle est son étendue, sa profondeur? Est-ce qu'il couvre le sujet en entier correctement? Est-ce que le site mentionne ses sources? Alors, l'autorité de la source, ça veut dire sa fiabilité, sa réputation, sa crédibilité, c'est-à-dire la confiance qu'on peut accorder à sa véridicité. Donc, est-ce qu'il y a un processus de validation? Parfois, le nom de domaine permet de repérer le type de site. Est-ce que, donc, il fait partie de l'éducation ou bien le gouvernement? Est-ce que c'est un site universitaire, institutionnel, commercial ou bien associatif? Et le statut du site, est-ce que c'est un site officiel, privé ou personnel? Est-ce qu'ils sont des experts dans le domaine? Les auteurs, est-ce qu'ils sont des experts dans le domaine? Ou est-ce qu'ils présentent des liens vers des sites connus? La mise à jour indique la date de création, la fréquence de mise à jour et le maintien de site. Donc, elle évalue la fraîcheur de l'information. Est-ce que l'information est à jour ou bien est-ce qu'elle est obsolète? La qualité du contenu, donc, qui représente la facilité d'accès, la qualité de la rédaction, la structure logique, la facilité de navigation et l'utilisation d'une technologie appropriée. Et en dernier lieu, le design et l'esthétisme, et donc qui représente la beauté, tout simplement la beauté du site, donc l'attrait, la lisibilité, la présentation, graphisme, multimédia et interactivité. Avant de vous quitter, je voudrais juste vous demander une chose. Prenez soin de vous et de vos proches. Que Dieu protège tout le monde. Merci de votre attention et à bientôt.